il y a un pad, là, il faut que tu écrives en bas un capuchon, c'est une étape de téléphone. Fait que, il faut quelque chose. Puis moi, j'aime les affaires plus fines. Il faut que ça se passe bien. Il faut que ce soit une grosse affaire. Ben oui, vas-y. Ouais, moi j'en ai un. Mais là, en fait, c'est qu'on va commencer. Je vais peut-être amener mon thé. Comment? Non. Je pense que je vais. Tu veux un crayon? Moi, peut-être. Attends, je vais me noter quelque chose qu'elle vient de me dire de dire. Vidéo. Vous êtes prêts? Oui. Oui, pour moi. Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, dans l'ordre, vont parler Nicole Fillon de la Ligue des droits et libertés, Émilie Breton-Côté du comité légal de la classe et Cybelle Ataoul de l'Association des juristes progressistes. Alors, on va commencer par les trois dames vont faire un pitch au début, puis ensuite on va prendre des questions.
Bon, avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement Marois, on a quand même vu un changement de ton dans le dossier du droit à l'éducation. Ils ont fait des pas pour répondre en partie aux demandes du mouvement étudiant du printemps dernier. Même s'il reste beaucoup à faire pour assurer le droit à l'éducation par la gratuité scolaire, il n'en reste pas moins que le ton a changé. La page, cependant, est bien loin d'être tournée pour les victimes de la répression souvent brutale que les dirigeants politiques et les forces policières ont fait subir au mouvement opposé à la hausse des frais de scolarité. On le sait, il y a eu plus de 3000 arrestations, il y a des milliers de personnes qui ont été carrément bâillonnées et dont le droit de manifester a été violé. Alors, ce matin, les 3 organisations que nous représentons lancent un appel pressant aux victimes et aux témoins de cette répression, parce qu'on veut recueillir des témoignages et on les invite en fait à contribuer à notre demande. La Ligue des droits et des libertés demande formellement une enquête publique pour convaincre le gouvernement marois donc de la nécessité de tenir cette enquête publique. Vous allez me dire, le ministre de la Sécurité publique, M. Bergeron, a laissé entendre qu'il songeait à peut-être faire une enquête publique et il a qualifié les gestes posés d'étonnants alors qu'on les trouve carrément troublants. Alors c'est une déclaration qui nous apparaît plutôt timide en regard de l'ampleur de la répression et la sévérité des violations qu'ont connues les gens. Alors, les témoignages qu'on veut recueillir, ça va servir à réaliser un rapport qu'on souhaite rendre public cet automne. On a déjà une centaine de témoignages, mais on voudrait en recueillir pour donner une idée de l'ampleur de cette répression-là. Il y a eu plusieurs événements, c'est survenu dans plusieurs villes au Québec. Il n'y a pas seulement Québec et Montréal, il y a eu Sherbrooke, Victoriaville, Gatineau et sûrement d'autres. Alors, on veut répertorier le plus de témoignages possible. On a, j'ai parlé tantôt de la déclaration de M. Bergeron. Alors, s'il faut rafraîchir la mémoire du gouvernement actuel sur cette répression-là, on souhaite que les témoignages qu'on va recueillir vont le faire. Il y a d'autres voix qui se font entendre ces jours-ci, justement, pour réclamer une enquête publique. Au printemps dernier, la Ligue avait, pour sa part, mis sur le site de l'Assemblée nationale une pétition qui réclamait l'enquête publique et on avait recueilli plus de 11 000 noms en quelques semaines, 3-4 semaines. Cette pétition-là, qu'est-ce qu'elle demandait? Puis c'est aussi ce qu'on continue de demander, c'est identifier quels étaient les plans stratégiques qui étaient élaborés par les forces policières dans le cadre des manifestations. On aimerait aussi que l'enquête publique permette de cerner le niveau de responsabilité non seulement des dirigeants policiers, mais aussi des dirigeants politiques dans la mise en œuvre de ces stratégies-là. Il y a eu aussi le recours aux balles de plastique. On aimerait que l'enquête porte aussi sur ces moyens de contrôle de foule qui ont été décriés par l'ONU dans les années passées. Puis en plus, si Québec menait cette enquête publique-là, il honorerait les demandes qui ont été faites déjà par le Comité des droits de l'homme, qui a demandé en 2005 qu'on fasse une enquête sur ce genre de situation pour le Québec. Le comité rappelait que seules les personnes qui ont commis un acte criminel au cours de manifestations pouvaient être arrêtées. Puis pourquoi c'est important de mener cette opération-là de témoignage, c'est que on se rappellera, il y a eu des déclarations d'élus qui associaient de certains élus qui associaient systématiquement manifestations, violences, manifestants, porteurs de carrés rouges, casseurs. T'sais. Alors, ça a fait son chemin dans la population, dans une certaine partie de la population, et on en est venu à finalement banaliser ce qu'est la liberté d'expression et le droit de manifester. Alors, on espère que notre démarche, et s'il y a une enquête publique aussi, que ça permettra de réaffirmer au Québec le droit de manifester et la liberté d'expression. C'est quand même le fondement de la démocratie. Merci. La grève étudiante a donné lieu à des milliers d'arrestations, fouilles et détentions arbitraires et abusives. Des personnes ont été blessées gravement, d'autres ont été brutalisées, intimidées, privées de leur droit de manifester alors qu'ils ne faisaient que porter sur la place publique leur message à l'égard d'un gouvernement qui refusait de les entendre. On peut tourner la page sur ces violations de droits et se taire. On parle de plus de 3000 arrestations pendant la grève.
soit 3 fois plus que sur une période de 20 ans, s'étalant de 1990 à 2010, selon les chiffres de la coalition opposée à la brutalité policière. L'année 2012 marque ainsi le plus grand nombre d'arrestations dans l'histoire du mouvement étudiant au Québec. La plupart de ces arrestations se sont conclues par l'octroi de constats d'infraction, le plus souvent en vertu de l'article 500.1 du Code de sécurité routière et du règlement P6 de la Ville de Montréal. La majorité de ces manifestations se sont terminées avec des arrestations de masse où des gens ont été détenus plusieurs heures et souvent, la nuit, les mains liées à l'attente de leur constat d'infraction sans pouvoir combler leurs besoins vitaux. On parle aussi de l'utilisation de forces abusives de la part des corps policiers. Des militants et militantes se sont fait matraquer, se sont retrouvés avec des ecchymoses, des os brisés et même certains avec le crâne fracassé. Ces blessures ont laissé parfois des conséquences graves à long terme, dont des troubles de vue, sans compter les conséquences psychologiques issues de la brutalité policière. Pendant la grève, les corps policiers ont utilisé différentes armes non létales, dont des balles de plastique, des bombes assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Les manifestations de Victoriaville sont un exemple d'événement qui a marqué la mémoire collective, alors que plusieurs militants et militantes ont été attaqués par ces armes, ce qui a donné lieu à la perte d'un œil, une mâchoire fracturée, ainsi que de nombreuses autres blessures, non pas moins secondaires. Ces abus policiers s'illustrent par l'augmentation de 14 % du nombre de plaintes en déontologie policière depuis le début de l'année 2012. D'ailleurs, 16 de ces 193 plaintes sont associées aux événements de Victoriaville. En plus des arrestations arbitraires et abusives, ainsi que la violence policière, les militants et militantes ont vécu pendant 7 mois avec la crainte de se faire accoster ou interroger dans la rue par des policiers ou policières sur le simple fait qu'il ou elle portait le carré rouge. D'autres vivaient au quotidien avec le stress de se faire arrêter pour bris de conditions. Des militants et militantes, plusieurs qui n'ont même pas encore eu de procès, vivre avec des conditions telles que des couvre-feux, des interdictions d'être près d'un établissement scolaire, de participer à des manifestations ou d'être en présence de personnes ayant des antécédents judiciaires ou des causes pendantes. Certains et certaines ne peuvent même pas venir sur l'île de Montréal ni prendre le métro. Enfin, c'est pour toute cette raison qu'aujourd'hui, on encourage les militants et militantes à répondre massivement à notre appel au témoignage afin de dénoncer les abus policiers et de répertorier ce qu'on appelle le profilage politique. Pendant toute la grève, le pouvoir en place a essayé de taire nos revendications, ce qui s'est reflété par la répression policière. Les émotions intenses qui ont été vécues par chacun et chacune doivent être partagées dans l'objectif de dénoncer des situations qui ne devraient pas être normales dans une société dite démocratique. La classe débattra des moyens d'action à prendre pour dénoncer le travail des corps policiers pendant la grève lors du prochain congrès qui se tiendra en fin de semaine à Québec. Celle-là. Bonjour. Alors, l'Association des juristes progressistes, un regroupement qui regroupe des avocates, des avocats, des professeurs en droit, des étudiantes et des étudiants en droit et d'autres personnes qui œuvrent dans le domaine du droit, s'est joint à cette initiative-là parce que nous, ce qu'on trouve vraiment important, c'est surtout une analyse des dispositions juridiques qui existent et l'utilisation de ces dispositions-là et la discrétion qui semble avoir été octroyée au corps policier et comment cette discrétion-là a été utilisée. Et c'est sûr que les témoignages continuent à rentrer, on analyse ces témoignages-là et on remarque que dans cette période-là, il semble avoir eu un gros problème au niveau des libertés civiles, de l'application de ces libertés-là par le corps policier. Et par exemple, on a beaucoup parlé de l'utilisation de l'article 31 du Code criminel. On semble avoir utilisé pour arrêter préventivement des gens, alors que ce concept-là n'existe pas vraiment en droit québécois. Il faut vraiment que le policier ait des motifs raisonnables de croire ou croit que la personne est en train de commettre une violation de paix ou va le faire incessamment. Alors, le type d'arrestation qu'on semble avoir vu, et on est en train d'analyser ça, que ce soit pour le Grand Prix ou à d'autres événements, nous semble très troublant en tant que juriste. On est intéressé à faire cette analyse-là. On collabore dans cette campagne-là avec la Ligue des droits et libertés et le comité légal de la classe sur le volet essentiellement juridique. Et évidemment, en tant que juriste progressiste, on est également intéressé à regarder les mécanismes qui existent déjà en matière de déontologie policière. Et pour nous, lorsqu'on regarde ce qui existe,
je pense que c'est vraiment important pour le gouvernement de se pencher surtout sur un mode d'enquête public, parce que la déontologie policière, c'est vraiment un processus qui est individuel, individualisé, avec tout ce que ça comporte pour la personne qui pourrait avoir des craintes, qui pourrait avoir des difficultés à venir témoigner, et tout un processus qui est quand même assez judiciarisé pour le citoyen, citoyenne ordinaire. Donc, et surtout, ce qui nous intéresse en tant que juriste, puis je pense que ça intéresse les 3 organismes, c'est pas tant juste les actions qui ont été posées par des policiers individuels, mais aussi l'aspect systémique des interventions policières tout au long de ce conflit-là. Quel genre d'ordres qui ont été donnés, quel genre de plan qui a été monté, pourquoi il y a eu des arrestations aussi massives. On parle de 3000, au-dessus de 3000 arrestations dans cette période-là seulement, alors que lorsqu'on compare ça dans les 20 dernières années, je pense que c'est moins que 3000. Et lorsqu'on compare ça aussi à d'autres conflits dans le monde, comme on voit maintenant en Espagne, on parle des arrestations de 13, 14 personnes pour des manifs qui étaient vraiment très, très, très grosses, alors que chez nous, ça peut être des centaines de personnes dans une soirée qui sont ensuite relâchées. Donc, c'est toutes des questions qu'on se pose. Et également sur le Code de la sécurité routière qu'on semble utiliser de plus en plus, l'article 500.1. On se pose beaucoup de questions, on fait cette analyse-là. Donc, pour les juristes progressistes, c'est sûr que le printemps 2012, c'était un des plus grands mouvements sociaux pacifiques de l'histoire du Québec. Et en tant que juriste progressiste, pour nous, c'est vraiment important de protéger les libertés fondamentales des citoyennes et des citoyens. Et on travaille dans ce sens-là pour faire cette analyse-là. Et c'est pour ça qu'on invite vraiment la population à participer à cette enquête publique-là. Pour l'enquête publique que nous menons, qu'on appelle projet de témoignage pour le moment, et aussi à mettre la pression sur le gouvernement pour lancer une enquête publique, comme ça avait été demandé par l'Organisation des Nations Unies. Et notre projet des 3 organismes a donné lieu à une vidéo qui a été produite par une étudiante qui a fait des entrevues avec d'autres étudiants, qui donne des exemples du type d'événements qui a été vécu par ces jeunes-là, et les jeunes et les plus vieux, des plus vieilles aussi. Donc, cette vidéo-là est disponible pour que vous puissiez l'amener avec vous et le lire avant, donc de le regarder avant. On vous encourage à le faire. Ça donne des exemples de ce que des gens nous disent déjà, et c'est extrêmement troublant lorsqu'on regarde ce qui est dans la vidéo. Donc, on vous remercie de vous joindre à nous pour cette initiative-là. Merci. On en a des copies. Oui, j'ai des copies de vidéo. Je vous donnerai ça après. Alors, on va prendre les questions. Oui, Francine Pilote du Canada, vous dites que vous avez déjà des témoignages. Vous en avez besoin de combien? Bien, comme on disait tantôt, c'est pas tant le nombre que la possibilité de couvrir quand même toute une série d'événements qui se sont produits sur plusieurs mois. On en a répertorié, soit parce que des fois, c'est des médias qui ont relayé l'information. On aimerait avoir des informations de première main de ce que les gens ont vécu dans les villes que j'ai mentionnées tantôt. Puis il y en a peut-être d'autres endroits où des personnes ont vécu des situations difficiles. J'ai entendu parler aussi, puis ça j'aimerais, s'il y en a qui connaissent ces événements-là, j'ai entendu parler qu'il y avait des mesures disciplinaires qui étaient, on a vu, il y a des profs qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires. Ça fait partie des témoignages dont on a besoin d'avoir, mais il y a aussi des étudiants et étudiantes, semble-t-il, qui font l'objet de mesures disciplinaires dans les universités à cause du code d'éthique qui existe, ou un règlement interne de l'université qui permet de discipliner les gens qui ont tout simplement voulu prendre la parole dans le cadre d'un conflit social important au Québec. Ça n'a rien à voir avec l'action des policiers? Bien, c'est quand Bien, je pense qu'on peut préciser, nous, c'est sûr qu'on regarde les dispositions juridiques de part de la JP, mais il y a également tout l'aspect discriminatoire. Donc, quand les gens ont été refusés l'accès à des bars ou à des endroits parce qu'ils portaient le carré rouge, quand les gens ont subi des mesures au travail, ils n'ont pas pu porter le carré rouge au travail, c'est sûr que c'est des choses qui nous intéressent. On veut savoir ce qui s'est passé pour qu'on puisse ensuite les analyser. Donc, l'enquête ne vise pas uniquement le travail des corps policiers, ça vise vraiment toute la gamme de discrimination qui aurait pu se produire. Également, on va se pencher même sur les injonctions qui ont été rendues pour vraiment donner un portrait d'ensemble. Donc, pour nous, c'est vraiment ça qui est important. C'est pas tant le nombre, mais de donner vraiment un portrait d'ensemble de cette période-là. Ça va être dans le rapport. Oui. Absolument. Absolument. Et l'enquête, est-ce qu'elle devrait porter sur tout ça, l'enquête publique que vous demandez aussi? Bien, ça serait important de savoir, en fait,
toute question qui permettrait de comprendre ce qui s'est passé au Québec, alors qu'il y avait un mouvement de personnes assez nombreuses qui ont tout simplement voulu porter sur la place publique un message à un gouvernement qui ne voulait pas les entendre. Alors, il faut qu'on comprenne comment ça se fait que ça s'est transformé en répression aussi importante, puis ça s'est vécu à différents niveaux, comme Cybèle l'a dit tantôt. Puis il est question aussi pour nous de fournir l'occasion de réhabiliter le droit de manifester au Québec, parce qu'il a vraiment été mis à mal par toutes les déclarations qui ont été faites. Alors, Autre question? Non? Oh, ben, je vous remercie. J'en ai peut-être une dernière qui s'adresse à la personne de la classe. Vous parliez tout à l'heure d'un congrès à Québec. Qu'est-ce que vous avez, de quoi allez-vous discuter? C'est là que vous allez décider si oui ou non vous vous joignez à la demande d'une enquête publique? Oui, entre autres, en fait, à Québec, en fin de semaine, il y a un congrès de l'AC où, à l'ordre du jour, on va parler en général des moyens d'action qu'on va prendre pour dénoncer la répression qu'il y a eu pendant la grève. Oui, tout à fait. bien, je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Oui. Ça dure 3 minutes, mais c'est vraiment émouvant. Oui. C'est des gens C'est qui pas sont long, hein? crédibles. Merci. So we're here with CUTV, and just to kind of give a summary of what just happened here in the room, there's a press conference with class, of course, and then also the Association des juristes progressistes and the Ligue des droits et libertés, which is a civil rights organization here in Quebec. And the three of those groups are calling for a public inquiry into police abuses and police brutality that happened during the strike, and really looking at the aftermaths of the strike, the fact that there were 3,000 people arrested over the course of the strike, and many of them charged, a lot of them under P6, which is a municipal bylaw that was put into place during the strike. So it kind of remains to be seen what's happened. What's interesting is that actually a member of CUTV produced a video that now ASE are calling for testimonies from people to come forward with their own stories of police brutality, and that should be on our website very soon. So if you yourself have experienced police brutality, you can go on to the website, CUTV's website, which is cutvmontreal.ca, and upload your testimony to us. Alors, juste pour rappeler aussi le vidéo dont il parlait avant dans la conférence de presse, l'appel pour des témoignages sur les abus policiers, la brutalité policière, ça a été produit par un membre de CUTV, et cette vidéo-là, ça va être disponible bientôt sur notre site web. Alors, c'est cutvmontréal.ca. Alors, bientôt, vers midi, on va faire une autre diffusion en direct. On vous invite à écouter ça aussi. On va être au centre-ville de Montréal, où il va y avoir une manifestation aujourd'hui contre une conférence d'affaires sur le plan Nord. Alors, évidemment, c'est un grand plan d'exploitation des ressources naturelles qui a été mis en pied par l'ancien gouvernement de Jean Charest. Et ça reste à voir qu'est-ce qui va arriver avec le plan Nord, avec le gouvernement de Marois. Mais évidemment, une chose qu'on va suivre cette fin de semaine qui s'en vient, c'est un forum anticolonial sur le plan Nord. Alors, il y a des militants Inuits du Côte-Nord du Québec qui vont descendre à Montréal pour partager leurs témoignages, leurs expériences à lutter contre le plan Nord. Évidemment, le plan Nord, ça a été à un moment un focus du mouvement étudiant au mois d'avril, quand il y a eu un foyer sur les emplois pour le plan Nord. Jean Charest a donné son fameux discours au Palais de Congrès ici à Montréal, où il a fait le blague pour envoyer les étudiants pour avoir des jobs dans le Nord.
Alors, toutes ces tensions-là, toute cette lutte autour du plan Nord, ça continue aujourd'hui. On vous invite à écouter la diffusion en direct dès midi du centre-ville. Ça va commencer au Carré Philippe. So just to resume, we'll be continuing our broadcast today at noon. We're going to be in the downtown of Montreal, where there's going to be a demonstration against a business conference for the Plan Nord, which is, of course, a plan, a resource exploitation plan that was put in place by the Charest government, and it's kind of, remains to be seen what's going to happen with the Plan Nord under the Marois government. And that struggle against the Plan Nord was at one point kind of a focal point of the student movement. Of course, in April, when there was a conference around the Plan Nord at the Palais de Congrès, Jean Charest made his famous joke about sending students to get jobs in the north. And so that resistance, that tension, and that struggle continues today. We're going to be there at noon, starting at Phillips Square. So we invite you to tune back in at noon, and we'll keep following that.